Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui c'est le numéro 177 et on va vous parler du 18e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Thaïlande qui s'est déroulé sur le circuit de Buriram. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Stéphane. Comment ça va Stéphane ? Salut à tous, ça va très bien. Et Thibaut. Salut Thibaut. Salut Ophélie, salut Stéphane. Alors, sans plus attendre, on va passer aux news parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire. Du côté du Moto2, Chantra a été déclaré apte pour le week-end et Vietti est déclaré unfit, donc il était absent après avoir été revu en début de week-end. Dans les sujets un peu plus importants, du côté du MotoGP, le gel des moteurs arrivera en 2026 pour les constructeurs dans le but de pouvoir passer suffisamment de temps et d'argent dans la nouvelle moto de 2027. Donc en gros, en 2026, les moteurs seront gelés et les spécificités seront identiques à 2025, à l'exception des constructeurs avec des concessions de rang D. Donc aujourd'hui, c'est Yamaha et Honda. On se rappelle des changements de règlement l'année dernière dans ce sens pour plus ou moins avantager les teams, les équipes qui... voilà, exactement, les constructeurs qui avaient plus de mal. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, Thibaut ? Oui, après je pense que ça peut toujours aider, notamment Yamaha et Honda. Et toi, Steph, t'en penses quoi ? Oui, pareil, ça peut aider de constructeurs. Après, c'est toujours pareil. Pour le spectacle, c'est bien qu'il y ait quatre constructeurs qui se battent, duel pour champion, qui se battent, plutôt qu'avoir qu'une monocoupe, la coupe Ducati, mais de l'autre côté, c'est pas cool pour ceux qui ont fait l'effort d'investir à temps, de trouver des solutions avant les autres, et voilà, ça force un peu. Bon. Ouais, et puis, on va dire que pour le spectacle, c'est bien pour Yamaha et Honda, quoi. Ouais, et puis au final, t'as quand même des constructeurs qui se débrouillaient bien en début de saison, qui se débrouillaient pas trop mal l'année dernière et qui du coup sont plus en rang D. Je pense à Aprilia par exemple ou à KTM et qui auraient besoin au final l'année prochaine potentiellement de faire des changements sur les motos. Donc ouais, c'est pas forcément très équilibré pour les autres constructeurs. Mais en effet, c'est pas 4 mais 5, j'ai oublié KTM. Ouais. Et du côté des autres news, c'était ce week-end la dernière course de Digia, puisqu'il se fera opérer de l'épaule les 2 prochaines courses. Et pour l'instant, on est annoncé son remplaçant que pour la prochaine course. Et c'est Andrea Iannone qui fait son grand retour dans le paddock MotoGP après une saison au World Superbike suite à ses 5 ans d'interdiction de rouler en championnat. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée d'Iannone pour ce remplacement ? Est-ce que tu penses que ça va donner, comme Bautista, ça va être un flop et il va finir en fond de classement ? Même si on le rappelle, pour Pierre, Bautista a été blessé. Ou est-ce que tu penses qu'il a moyen de faire des choses sur cette course ? C'était pas 4 ans déjà son interdiction ? Ouais, 4 ans, ouais. Non, c'est 4 ans. C'était pas 5 ans. Le pauvre, je lui mets plus qu'une... Ouais. Écoute, moi je trouve que c'est pas... Je vois pas pourquoi ils prennent Iannone, parce que l'année dernière, ils avaient, entre parenthèses, pas fait une fleur, mais ils avaient dit à Bautista, comme tu as performé avec Ducati, tu es champion du monde, allez, tu auras ta chance en MotoGP, chose qu'il a faite. Malheureusement, il s'était blessé, donc voilà, il n'a pas pu montrer de quoi il était capable. Et moi, je trouve que le meilleur Ducati cette année en mondial, c'est c'est Boulega. Donc je vois pas pourquoi ils auraient pas fait rouler Boulega, parce que Iannone, franchement, c'est pas l'avenir de la moto. Ok, il fait une pas trop mauvaise saison, mais voilà, le mec, il est vieux, il a déjà connu le MotoGP, ok, laisse la place à d'autres. Et puis je trouve que ça aurait été pour une émulation en mondial Superbike, de montrer aux pilotes Ducati, voilà, celui qui peut finir premier Ducati en mondial, il aura une wildcard, sur la fin de saison MotoGP. Je trouve que ça aurait été plus fair. T'es d'accord avec ça, Thibaut ? Pas tellement. En fait, moi, alors, tout d'abord pour Iannone, c'est bien pour lui parce que son départ il y a 4 ans, c'était quand même un peu spécial. Enfin, c'était du dopage, mais bon, qu'est-ce que c'était vraiment comme dopage ? Est-ce qu'il avait vraiment voulu se doper ou pas ? Il a pris 4 ans de suspension, ce qui quand même ne s'est quasiment jamais vu, notamment dans les sports mécaniques.
Là, il fait un retour cette saison en Superbike qui est quand même plus que correct après 4 ans sans piloter. Alors oui, ok, c'est pas l'avenir, on le sait. Maintenant, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, on sait très bien qu'il fera pas top 10 ou top 8. Maintenant, est-ce qu'il sera dernier? Je ne pense pas. On a vu par exemple un Rémi Gardner quand il est arrivé sur la Yamaha là pour remplacer Alex Rins. Alors oui, des fois il était dernier, mais il n'était pas non plus à 5 secondes au tour. Donc un Iannone sur une Ducati, je pense qu'il peut ne pas être si ridicule que ça. Et maintenant, pourquoi Iannone plus que Boulega? La question c'est, est-ce que Boulega, ça n'aurait pas été vraiment un gros risque pour lui, pour le futur? Parce que si Boulega, qui est deuxième au championnat du monde Superbike, qui est un peu l'avenir, enfin, qui est celui qui réussit avec la Ducati cette saison en Superbike, finit dernier, quelle image cela donne du Superbike? Je me rappelle, il y a 12 ans en arrière, Jonathan Rea est venu pendant 2 courses. Aujourd'hui encore, on dit ah oui mais Rea n'avait pas le niveau du MotoGP. Oui, enfin, le mec il a fait 2 courses sans faire d'essai sur la MotoGP. Oui, bon bah d'accord, c'est sûr il était pas au niveau de Stoner qui remplaçait. Ouais, mais c'est là, pour ça un peu là, regarde, Iannone il a pas roulé depuis 4 ans plein. Ok, il a déjà fait du MotoGP, mais les motos d'il y a 4 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Ok, il connaît le plateau et tout. Après, c'est pareil, tu dis à Boulega, tu fais ton truc. Pour moi, je suis pas d'accord avec toi, Thibaut, là-dessus, dans la mesure où l'année dernière, on a fait rouler Bautista, et Bautista, c'était quand même le champion Ouais, il en a fait titre. quoi? Donc, mais il a rien fait, justement. Mais du coup, Bah, c'est ça. je pense que c'est pas que ce soit Boulega ou un autre, parce que pour moi, Iannone, de la même manière, Iannone va pas être aux avant-postes. Le seul qui arrive mais vraiment à être aux avant-postes quand ils font des wildcards ou quand ils font des remplacements, c'est Pedrosa. Et sur des circuits qu'il connaît comme sa poche. Donc, je pense que il y a peut-être un peu de ça. Après, je pense qu'on prend pas assez en considération qu'il y a 2 courses sur lesquelles il faut remplacer Digia et que pour l'instant, ils ont annoncé qu'une course. On ne sait pas si potentiellement ils mettraient pas Boulega à Valence. Donc ça, c'est le point d'interrogation aussi. Pourquoi pas, mais enfin après, si on le met à Valence, c'est un peu bête de le mettre sur une seule course. Ouais, mais Parce après, que justement, au lieu de le juger... C'est politique, encore une fois. L'année dernière, Ouais. Bautista il a fait qu'une course, ils l'ont pas promis 15 courses, ils ont dit bah tu feras ta course. Là, ils peuvent Oui, le mais faire. après, j'ai envie de dire, un Bautista, c'est un peu comme Iannone, enfin, fin de carrière. Bon, Iannone, il a 35 ans, Bautista, on avait 39. Ouais, c'est un peu pour service rendu, j'ai envie de dire. Après, moi, je suis très Boulega, contente. Je suis très contente de voir Iannone revenir en MotoGP juste pour la symbolique de la chose et parce que c'est un pilote que j'aimais beaucoup voir rouler. Mais je pense que ça peut aussi remettre un peu les pendules à l'heure, malheureusement pour lui, dans la mesure où il s'en est jamais caché. Son objectif, c'est de revenir en MotoGP. Et là, c'est ça passe Ça ou peut ça être le griller. casse. Hein. Ça peut être le griller aussi, parce que s'il fait rien, on va dire bah t'as Iannone, ça y est, il est cuit. Ouais, Bah, et en mais- l'occurrence, ans, avec la meilleure moto du paddock actuellement. Donc, t'as quand même plus de chances que ça casse que ça passe. Et Iannone, honnêtement, aujourd'hui en MotoGP, pour une saison entière, quelle équipe prendrait Andrea Iannone, 35 ans, pour une saison en MotoGP? après, on n'est pas à l'abri des surprises. Hein. Regarde Yamaha qui développe un team satellite qu'avec des vieux, et je mets des guillemets autour de vieux pilotes. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas de notre ressort et qui font que parfois on est assez étonné du choix des teams. Après, c'est pareil, Iannone, s'il a des millions dans ses valises, on va le prendre hein, pour une course. Il faut pas se faire d'illusions. C'est pas aussi parce que tu mérites ou pas, hein. C'est parce qu'il y a même de l'argent. Je Oui, pense pas aussi. qu'il fasse rouler gratos. Hein. Non, Donc il après, me c'est semble, peut-être aussi un coup de com', hein. Combien de ligne pour rouler sur la moto, les gars? mais il me semble qu'il y a une partie qui est payante de toute façon pour les pilotes quand ils font des remplacements. Je suis pas certaine de ce que j'avance, mais j'avais cru comprendre ça si c'était... Non, je confonds avec les wildcards. Quand Mignot avait roulé l'année dernière à la place de Lorenzo Felon, il y a 2 ans. Ouais, l'année dernière, ouais. L'année dernière. Début de Et, saison, ouais. Mais du coup, c'était pas une wildcard, c'était un remplacement, mais il payait pour avoir ce guidon. Il devait apporter de l'argent là-dessus. Après, c'est des plus petits teams. Donc, Ouais, voilà. Après, c'est les petites catégories en MotoGP. Je pense que ce n'est pas pareil. Surtout dans le MotoGP actuellement. Si c'était le MotoGP il y a quelques saisons, oui. Et c'est notamment comme ça qu'on avait eu un Christophe Ponson qui était venu à Misano. C'était parce qu'il amenait le budget. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le cas. Mais pour moi, Iannone, c'est plus un coup de com' qu'autre chose. Pour qu'on reparle de lui, qu'on reparle un peu de la VR46, tout ça. Boulega aujourd'hui en MotoGP, où il a pas marqué
la catégorie, enfin les grands prix. À part c'est quand il est arrivé en Moto 3, mais c'est pour moi c'est aussi un coup de com' de la part de VR46. Après, Oui, je c'est suis possible. désolé, mais Yannone, il a amené quoi en MotoGP, Yannone? T'es Rien. un anti-Yannone, Stéphane, c'est quand même Non, assez fou. mais Non, mais non, c'est pas euh, ça. Souvent, on parle, tu au-delà de vois, l'aspect sportif, Yannone, il avait quand même une aura dans le paddock qui était pas négligeable. Il faisait quand même un peu parler, il faisait parler de lui, et en termes de communication, il a une gueule, entre guillemets. Donc il oui, fait bah, parler, et le fait qu'il revienne, pour le monde du sport moto, ça fait parler. bah, C'est oh, obligé. Philippe, alors, 2013, 12e, 14, 10, 5, 9, 13, 10, 16. Il a fait quoi pour le Mais MotoGP? j'ai pas C'est dit qu'il jamais était très... exceptionnel sur la moto. Je disais que dans le paddock, il a On apporté s'en des fout. choses en termes de com. Oui, mais la La, gueule la des moto à pilotes, ça papa, joue c'est aussi. fini. Hein. C'est fini la moto à papa. On veut de la fraîcheur. C'est bon, les Yannone, on les a vus longtemps. Rossi, je l'adore, mais Rossi, ça y est, on l'a vu. Rentre pas sur ce terrain-là, Stéphane, je vais éteindre le micro. Ouais, mais regarde, Non, mais, Jack Miller, ça fait combien d'années qu'il est en MotoGP? mais c'est pareil, Jack Miller, Et il voilà. devrait s'arrêter. On ne pourrait même Ouais, plus mais prendre s'il y a Jack un- Miller, c'est un personnage, encore une fois. Tu vois, Mais voilà, j'avais cette c'est ça. discussion. Comme un crotchlot. Non, mais exactement. Bah, J'avais cette discussion, tu vois, avec Thomas Morsolino il y a 4 jours. On était assez raccord sur le fait que c'est des pilotes qui sont là parce qu'ils ont une gueule et parce qu'il y a la com qui va tout autour. Jack Miller, on adore le voir faire Taxi Miller et le voir aller sur son tracteur dans ces champs-là quand il est en trêve. Mais à côté Ouais, de ça, mais oui, c'est- en effet, il est pas, c'est pas le meilleur pilote. Mais ça joue, ça fait partie des décisions des pilotes pour moi. Bah, moi, perso, le MotoGP, je préfère voir un moment, tu vois, un vent de fraîcheur, voilà, voir Boulega, voir Toprak, tu vois, des gens qu'on voit pas. Voilà, c'est bon, les vieux comme ça de 36 ans, ok, c'est bon, on les a déjà Ouais, mais vus, bon, on a vu qu'ils pour sont terminer, même pas fait. un Voilà. Boulega ou un Yannone 19e sur 19 à la fin de la course, au final, on s'en fout, non? Oui, Bah, je ça trouve que changera rien au championnat. non, ça changera le championnat, mais je trouve que c'est plus intéressant de, tu vois, de dire à quelqu'un qui a performé sur une autre catégorie, dire voilà, bah tu vois, voilà, tu t'es donné la peine Mais ça, de après, ouais, je suis d'accord te avec toi donner la là-dessus. peine. Après, Ouais, c'est t'as ça. un peu le remercier aussi, enfin, par rapport à sa saison, enfin, tout ça. Et puis, malgré tout, Boulega, c'est quand même un peu le futur de Ducati en Superbike, Oui. quoi qu'on dise. Comme on disait tout à l'heure, Yannone, bon, il a 35 ans, Petrucci, il en a 34, Bautista, il en a 40. Heureusement qu'ils ont Boulega qui a 26 ans. C'est pareil. Sinon, C'est comme si tu disais à Petrucci, bah tiens, tu vas revenir conduire, c'est bon, Petrucci, on l'a déjà vu. Montrez-nous autre chose, quoi, les gars. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet Yannone. Dans les news, il y a une petite info. On en parlait en off avec Thibaut, mais alors moi j'avais complètement oublié qu'il était forfait tellement cette saison il était nulle part. C'est l'absence d'Oliveira qui est toujours forfait et remplacé par Savadori. Voilà, du côté du qui MotoGP. chute tout le temps à toutes les courses. Mais surtout, Savadori, comme les 3 dernières courses que Savadori a fait, là où il remplace Oliveira, il en a terminé aucune quand même. Donc mais c'est vrai que la cata. Trackhouse, ils font une belle saison quand même entre Oliveira, Raúl Fernandez et Savadori, c'est pas mal. Ouais, c'est assez cata. Bon, et dans les news, il y en a une qui a remué un peu le monde du sport moto. C'est les problèmes d'assurance avec la FIM de Carlos Tatay. Donc, pour rappel, l'accident de Carlos Tatay, c'était quand il roulait l'année dernière en junior GP dans la catégorie Moto 2. Ça s'est produit lors de la première course au Portugal, à Portimao, où il avait fait une très mauvaise chute et de laquelle il est ressorti handicapé, paralysé. Alors, j'ai plus exactement le détail de ses blessures en tête, mais en tout cas, il est en fauteuil et il est en rééducation encore et encore, et son avenir est incertain sur le fait qu'il pourra un jour remarcher. Alors, l'idée qu'il remonte sur une moto, c'est encore autre chose. C'est encore une chose, mais du coup, il y a eu tout un conflit autour de l'assurance, de la manière dont étaient couverts les pilotes. Thibaut, il me semble que tu étais un peu au point là-dessus. Est-ce que tu veux nous en parler ? Ouais, c'est tout simplement Carlos Tatay, voilà, il est en fauteuil roulant aujourd'hui, il ne peut plus se servir de ses jambes, donc il est en rééducation depuis 1 an. Donc honnêtement, si vous pouvez le suivre sur Instagram, regardez-le. Enfin, la résilience de ce pilote, c'est impressionnant. Il est resté quand même hospitalisé plusieurs semaines, mais depuis qu'il est sorti de l'hôpital,
enfin il essaye de vivre comme avant. Et là, Carlos Tataï, en fait, il a décidé de se lancer dans les courses automobiles et avec comme objectif de faire le Dakar en voiture donc adaptée. Et en fait, la FIM lui dit on ne va pas t'indemniser parce que tu n'es pas complètement handicapé, tu n'es pas dans ton lit à ne pas pouvoir bouger. Tu veux faire des courses automobiles, notamment là, le Dakar, donc on va pas trop te donner d'argent malgré malgré les assurances que l'on a à côté de la FIM, de la fédération espagnole, parce que donc les pilotes ont des licences qu'ils payent avec leur fédération nationale, avec la FIM quand on participe à des courses mondiales. Et donc Carlos Tataï, il a passé un coup de gueule sur Instagram. Et moi, ce que je trouve très triste, c'est que dès le lendemain, Jorge Viegas, donc le président de la FIM, tweet pour dire il y a plus ou moins un malentendu, on va voir avec Carlos, enfin faut pas s'inquiéter, tout ça. Et Tataï, ça lui est arrivé il y a plus d'1 an, ça. Et en fait, faut maintenant, ce qui est triste, c'est de passer par les réseaux sociaux, passer un coup de gueule pour que quelque chose bouge. Ouais, et puis le communiqué de la FIM aussi, il est assez... il se dédouane complètement. C'est vraiment la FIM est aux côtés de Carlos Tataï depuis le début. Quand il parle de la FIM, c'est pas vraiment la FIM, c'est l'assurance, etc. Enfin, En fait, c'est un peu comme vous, enfin comme tout le monde, hein, quand on a un accident, enfin avec un petit truc avec notre voiture ou quelque chose avec une assurance, on va dire ah oui, mais là c'est pas pris en compte. Voilà, tous les petits trucs, c'est, enfin, limite on a l'impression que c'est un peu avec les assurances, quoi. C'est un peu, ils trouvent toujours une excuse pour ne pas payer. Et c'est, ouais, je trouve ça triste quand même pour au niveau mondial, enfin avec la Fédération internationale de moto, Carlos Tataï quand même qui a été un pilote qui était en Moto 3, enfin voilà, je trouve c'est un peu dommage et la réaction notamment oui, mais maintenant on va voir ce qu'on peut faire, tout va s'arranger. ouais, c'est Parce que toujours plus Tataï facile quand c'est public de toute façon. mais c'est ça, et parce que Tataï, enfin il a un peu gueulé sur Instagram et puis derrière d'autres personnes ont relayé ses messages. Tu l'appelles Julien Courbet, peut-être que ça passera. Et c'est surtout beaucoup ouais. de pilotes MotoGP qui ont relayé aussi son message, donc je pense que ça a pesé dans la balance. Du côté des news, petite dernière news, mais annexe au monde du MotoGP, c'est plutôt du côté du Super Sport 600 en mondial. C'est Valentin Debis qui a perdu son guidon au sein du team Evan Bros. Il devait, en tout cas c'est ce qui était dit dans les médias, re-signer avec le team pour une saison supplémentaire. Il a finalement été remercié par Yamaha et sera remplacé par Kanonshu au sein du team. Et Valentin Debis, pour l'instant, n'a pas de guidon officiellement. Il a publié, à l'heure où on enregistre, une photo sur Instagram d'une signature sur un contrat. Donc ça fait beaucoup de mystères et beaucoup de points d'interrogation pour la saison prochaine, mais il semblerait qu'il a retrouvé un guidon. Donc voilà, ça c'était un peu la news côté Superbike, mais on développera un peu tout ça dans un gros débrief, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire entre le titre de Toprak et tout ce qui s'est passé durant la saison. On va s'attaquer tout de suite au Moto 3. Stéphane, on t'écoute. Allez, c'est parti. Passe par la Q1, Farioli, Berthelé, Esteban, Enepa, la pole pour Joël Kelso devant Berrer, Piqueras, Furisato et Alonso. Alors, pour la deuxième partie des qualifs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont partis un peu trop tard, et du coup, ils n'ont pas passé assez tôt la ligne de départ pour faire leur tour lancé. Et donc, c'est pour ça que Kelso et Berrer, qui ont parti un peu plus tôt que les autres, ont fait leur pole un peu plus tranquillement. La course en fait va être raccourcie à 12 tours au lieu de 19 prévus en raison des conditions météo, parce que la piste a été déclarée mouillée. Le poleman va réaliser le all shot. Il est suivi de Berrer, Piqueras, Furisato, Alonso et Holgado. Mais Holgado, sans dire il va y finir, mais il va dégringoler au fur et à mesure des tours pour être classé en milieu de grille. Mais pourquoi on parle de lui? Parce que comme Alonso est sacré champion, on a quand même une bagarre entre Holgado, Berrer et Ortola pour la deuxième place au championnat général. Kelso, lui, le poleman, donc il va mener un temps la course, mais il va se louper à 2 reprises et il va se retrouver rapidement aux alentours de la 10e place. Et il faut attendre la fin de la course pour que ça s'anime un petit peu, et à 2 tours de l'arrivée, on a une grosse chute entre Piqueras et Fernandez qui jouait le top 6,
Et dans le dernier virage, Ortola va se louper. Furusato, qui a mené un temps la course, percute Berair à quelques mètres du drapeau à damier. Donc le pilote japonais va chuter. Et ce qui n'empêche pas Berair, pour le coup, de prendre la 3e place. Alonso va s'imposer et Lunetta finit à une belle 2e place. Fun fact, Alonso fait mieux que Rossi dans la petite catégorie, puisqu'il remporte sa 12e victoire de la saison. Et donc au championnat, donc on a toujours Alonso premier, Olgado qui est 2e, Berair 3e et Ortola 4, et Berair est à 11 unités d'Olgado et Ortola à 21 unités d'Olgado. Donc tout est encore ouvert pour la 2e place. Ouais, c'était une belle course pour Alonso. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on répète en boucle depuis quelques courses. Titre complètement mérité et encore plus prouvé ce dimanche. Après, moi je veux revenir sur un point. Tu dis Alonso fait mieux que Rossi dans la petite catégorie. C'est important de rappeler quand même que Rossi, c'est 11 victoires. C'est sur un calendrier de 15 courses. Quant à Alonso, il y en a beaucoup plus. Donc il faudra voir à la fin de la saison en termes de pourcentage que ça représente, si c'est équivalent sur le nombre de victoires. T'en as pensé quoi toi Thibaut de cette course ? Ouais, bah cette course un peu Moto 3 comme cette saison, hein, c'est sympa, et à la fin c'est Alonso qui gagne encore et toujours. Après ce qui est assez intéressant, enfin c'était un peu la bagarre derrière, on voit un Luca Lunetta qui termine 2e, donc c'est son 2e podium de la saison. Taiyo Furusato qui aurait pu faire podium, qui chute dans le dernier virage, enfin juste avant de passer la ligne, il passe la ligne sur le ventre, la moto à côté de lui, enfin bon, c'est un peu dommage pour lui, mais non, on ferait pas grand chose à dire, enfin une course habituelle en Moto 3 cette saison. Ouais, après, habituel, Furusato qui passe la ligne d'arrivée sur le ventre, c'est quand voilà, même exceptionnel. c'est le petit truc un peu marrant, enfin voilà, qu'on voit rarement. Pierre relevait un point sur ça, c'est que le règlement dit que pour être qualifié, il faut passer la ligne d'arrivée en tenant sa moto. Donc c'était assez surprenant qu'il ait été qualifié et que sa place est comptée. Ouais, alors ça a l'air d'avoir un peu changé parce que d'après les infos là qui sont passées par la Dorna, c'est que justement le pilote, en fait, c'est soit le pilote, soit la moto, peu importe qui passe. Alors peut-être est-ce que ça a changé un peu ces dernières années, mais c'est vrai parce que là en fait c'est Furusato qui passe et ensuite la moto. La moto en plus elle est limite même en dehors de la piste, elle est un peu dans l'herbe. Mais oui, bon après tant mieux pour lui, hein, parce qu'il méritait quand même de faire le podium. Bon là il termine 5e, mais... Ouais, mais du coup tu vois, si la règle c'est soit la moto soit le pilote, c'est-à-dire que le mec il peut finir sa course en courant s'il est tombé juste avant, tu vois. C'est assez étrange comme règlement. C'est de là la légende de la moto se pilote toute seule en fait. C'est ça. Il y a un point quand même sur lequel on peut revenir, c'est Olgado. Olgado, sur lequel encore une fois on pensait en début de saison qu'il allait faire une très bonne saison et qui est là sans être vraiment là. C'est pas catastrophique cette saison, mais là il est toujours à la bataille pour la 2e place du championnat avec Verrier derrière qui ne le lâche pas quoi. Olgado là il a quand même il a 7 podiums sur la saison, mais il a qu'une seule victoire. Donc souvent quand même il est assez bien placé dans le top 5. Bon, par contre, quand il est pas dans le top 5, il est 14e, hein, donc il est loin. Là, ce week-end, il termine 12e. Donc, c'est un peu, l'inconstance, on va dire. L'inconstance d'Olgado, mais il est quand même 2e du championnat. C'est ça, c'est le gros problème d'Olgado, et ça a toujours été son problème, c'était de pas être constant sur les courses. C'est un peu la Miller, quoi. Le mec, il est pas mal en qualif, et puis au fur et à mesure des tours en course, il est plus là. Ouais, c'est le problème. Un peu comme Adrian Fernandez. Adrian Fernandez, il y a des courses où il va faire quelques petits trucs, il va te faire des petits top 5, top 10 qui sont pas dégueux, et puis comme ce week-end, il va à la chute avec son coéquipier, quoi. Ouais, alors là c'est plus Piqueras qui le met dehors, mais Fernandez, notamment, je trouve qu'il fait une saison assez correcte. Il est à peu près toujours vers la 6e, 7e, 8e place. En moyenne, c'est sa place. Là, il avait fait quand même 3 podiums de suite, entre l'Indonésie, le Japon, l'Australie. Non, c'est comme lui une assez bonne surprise, j'ai envie de dire, quand même. Et Lunetta aussi, un très bon week-end, son 2e podium de la saison, si je dis pas de bêtises. Ouais, Lunetta, c'est pareil, il a pas mal progressé là depuis la Catalogne, Italie, tout ça. Il termine à chaque fois 6e, 7e.
Ouais, en fait, quand il termine, Luneta, j'ai l'impression il est dans le top 8. Bon, le problème, c'est qu'il termine pas souvent, mais... Ouais, et il avait un petit problème de coiffeur ce week-end apparemment. Je pense qu'on a fait le tour du Moto 3 parce que, comme tu l'as dit Stéphane, la course avait été réduite de 2 tiers suite aux conditions de piste. Donc c'était plus rapide que d'habitude, donc on va pouvoir passer au Moto 2 et c'est à ton tour Thibaut. Ouais, donc en Moto 2, alors déjà pour commencer, le vendredi matin, une image que vous avez peut-être sûrement vue sur les réseaux sociaux notamment, c'est l'accident entre Tony Arbolino et Zonta van den Gorberg, où Arbolino est un peu en panne à l'entrée de la voie des stands, et là Van den Gorberg qui tout simplement le percute, comme si Arbolino n'était pas là, donc on sait pas trop ce qu'il a voulu faire. S'il a voulu aider Arbolino, on sait pas trop, mais en tout cas, bref, il percute Arbolino, il a très mal aux jambes, enfin tant mieux, il n'y a pas de blessé, parce que ça aurait pu vraiment être grave, donc Van den Gorberg qui se prendra une pénalité, il devra partir de la voie des stands, et Arbolino lui prendra 3 places de pénalité parce qu'il était arrêté dans l'entrée de la voie des stands. Donc ça c'est assez comique, on va dire, parce qu'il n'y a pas eu de blessé, mais ça aussi c'est une image quand même qu'on voit assez rarement. La principale interrogation avant cette course Moto 2, c'est Ai Ogura. Est-ce qu'il sera champion du monde après cette course? Il doit terminer 5e au pire pour être assuré du titre. Donc en qualif, en Q1, on a Chantra, Binder, Garcia et Sasaki qui passent en Q2. Sasaki a noté quand même en Q2, c'est rare, mais depuis quelques courses, il progresse petit à petit et il arrive à marquer un petit peu des points, alors qu'en début de saison, il était 23, 24, 25e. Donc voilà, ça faut quand même le noter. Et en Q2, donc on se retrouve avec Ai Ogura en pôle devant Aaron Canet et Jogo Moreira. Arbolino, Ramirez, Salatch en 2e ligne. Aldeguer et Garcia, eux, sont en 3e ligne. Eux qui peuvent encore, comme Canet, viser le titre, même si on sait c'est quasiment impossible. Donc pour la course elle démarre, elle est déclarée sur piste sèche, mais la pluie n'est pas très loin, ce qui pourrait amener un drapeau rouge si jamais il pleut, parce qu'en Moto 2, contrairement en Moto GP, on peut pas avoir de changement de moto. Donc dès le départ, Canet prend la tête dès le premier virage. Aldeguer, une fois de plus, il fait n'importe quoi cette saison. Il percute le pauvre Tony Arbolino qui était là, qui n'avait rien demandé. Donc ça commence quand même à faire beaucoup pour Aldeguer cette saison. J'ai pas compté le nombre d'erreurs qu'il fait, mais déjà notamment à Aragon où il percute Honshu en faisant n'importe quoi. Enfin des fois on se demande s'il a pas le cerveau un peu qui les fils qui se touchent, parce que là ça commence quand même à être un peu dangereux. À la fin du premier tour, on a Ogura qui est 7ème, donc c'est pas assez pour être titré en fin de course. Dans ce début de course, on a quand même quelques petites surprises avec Marcos Ramirez qui est 2ème, Dixon qui est 3ème, Darin Binder 4ème, Moreira 5ème, et même Izan Guevara qui est 6ème. Là pareil, Izan Guevara qu'on ne voit jamais, et là il était 6ème à un moment de la course, donc pour dire que c'est quand même une course un peu spéciale. Ogura, lui, se fait pas trop de soucis, il remonte petit à petit, il prend son temps, il veut pas commettre d'erreur parce qu'il sait que qu'il peut quand même remporter le titre. Devant, on a un Aaron Canet, lui fait sa petite vie en tête du GP, il est pas trop loin derrière lui, la Ramirez, et on sent que Canet est quand même un peu au-dessus. À 9 tours de la fin, on a Ogura qui prend la 2e place, donc son titre se rapproche de plus en plus, parce que pour rappel, il doit terminer 5ème pour être titré. Et alors que la pluie commence petit à petit à tomber à 3 tours de l'arrivée, Somkhat Chantra, lui, il remonte. Les conditions un peu sur piste un peu humide, tout ça, lui, il aime bien. Donc il remonte en 4ème position. Il est vraiment pas loin de passer Marcos Ramirez, qui lui est complètement à la dérive, qui n'aime pas du tout ces conditions-là. Mais quelques secondes après, donc alors que Canet et Ogura ils viennent de passer la ligne, donc il resterait plus que 2 tours, la direction de course sort le drapeau rouge, ça met donc fin à la course, et on se retrouve donc avec une victoire de Canet, sa 3ème de la saison, devant Ai Ogura et Marcos Ramirez. Mais surtout ce qu'on retient, c'est que Ai Ogura est champion du monde. Et quel champion! Ouais, quel champion. Donc Ogura comme champion du monde, c'est le premier japonais depuis 2009 et Hiroshi Aoyama à être champion du monde. C'est le premier champion du monde qui sort de l'Asian Talent Cup. Donc ça aussi c'est quand même bien pour la Dorna, comme qui met des championnats un peu en avant. Et on a un pilote qui sort de cette catégorie qui va arriver déjà en MotoGP l'année dernière et qui remporte le titre. Ogura cette saison c'est 3 victoires, c'est 4 fois 2ème.
2 courses où il s'est un peu raté, c'est à Silverstone où il termine 14e et en Autriche où il était absent sur blessure. Donc c'est vraiment, c'était le plus régulier cette saison, donc je pense que le titre est quand même mérité. Pareil, c'est le premier titre aussi pour l'équipe MTL Metz, Donc c'est la qui première débutait. saison en plus. Ouais, ils débutaient dans la catégorie et ils font premier titre. Donc en fait, moi je trouve ça c'est quand même assez fabuleux pour Ogura et pour cette équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, toi Ophélie. Non, ouais, mais moi je suis d'accord avec toi, j'étais vraiment contente pour lui, surtout avec la saison dernière, avec le duel qu'il avait eu, ça n'avait pas fonctionné pour lui. Et puis rien que pour l'histoire un peu du sport moto au Japon, il ajoute son nom sur une liste qui est assez courte, il y a 7 champions du monde différents au Japon. Il met son nom sur la même liste que Kato, je pense que c'est pas rien et que dans une vie c'est quand même important pour un pilote. Et puis surtout ça, pour moi, va lui permettre d'arriver plus en confiance en MotoGP, parce que ce soit lui comme Chantra, ils arrivent dans des teams qui sont quand même compliqués. Lui il va chez Aprilia, mais Aprilia qui est nulle part cette fin de saison. Donc c'est bien parce qu'il a prouvé qu'il est à la hauteur de son titre et qu'il pourra essayer de prendre la place de rookie l'année prochaine sans souci. Donc ouais, j'étais vraiment contente. Et puis la célébration, elle était rigolote. C'est un gamin encore, comme Alonso. À chaque fois que je vois Alonso, je dis toujours ça, mais si j'ai un enfant un jour, j'aimerais qu'il ressemble à Alonso parce qu'il est trop chou. C'est vraiment genre la pureté même, ce gosse. Et Ogura, il me fait un peu cet effet-là aussi, avec sa célébration où il n'est pas capable d'aligner 2 burns correctement. Et le fait qu'il joue au jeu avec les mecs de son équipe et tout, je sais pas, c'était marrant, je trouvais qu'il y avait un truc très cool. Ça a complètement écrasé la victoire de Canet. Alors franchement, Canet, je pense que même aux caméras de Canal, on a dû le voir un dixième de seconde, donc c'est dommage pour Canet qui s'est bien battu sous des conditions difficiles. Par contre, c'est horrible ce que je vais dire, et c'est que vraiment je suis peut-être pas assez assidue parfois, mais quand j'ai vu Ramirez sur le podium, quand il a donné les interviews, j'ai eu un petit moment de « mais qui est ce type ?» J'ai eu un petit moment de « je sais pas qui c'est ». Donc c'est revenu après, mais vraiment, on le voit tellement pas, on le voit tellement nulle part, ce pilote, que c'était... je pense qu'il a vraiment bien profité de ses bonnes qualifs. Il était pas mal qualifié, il s'est qualifié 2e, il me semble. Ouais. Donc c'était pas des mauvaises qualifs. En plus de ça, il fait pas une saison catastrophique non plus. Ouais, mais Ramirez, c'est le pilote, en fait, chaque saison, il te fait 2-3 perfs dans le top 5, et le reste du temps, il est nulle part. C'est ça. Là, cette saison, c'est 2 perfs dans le top 5, dont son podium de ce week-end, et après, c'est vite 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, quoi. Donc c'est quand même très, très irrégulier. Ouais, après, ce que tu dis sur Ogura, donc sa célébration, moi, j'ai trouvé ça bien, parce que c'était simple, c'était soft, parce que certains pilotes, aujourd'hui on a l'impression, que tous les pilotes sont obligés de faire une célébration. À l'époque on avait que Rossi qui faisait ça, mais maintenant tous les pilotes, que ce soit Moto3, Super Sport, ils font des célébrations. Il y en a certains, ça ressemble vraiment à rien quand même. Donc tu veux parler de la combi dorée de tous les pilotes en World Superbike? Notamment là la soucoupe volante de Toprak, on avait l'impression d'être dans la soupe aux choux, quoi. Ouais, c'est ça, mais C'était... après au Japon, ils sont quand même très... alors, c'est pas prude le terme, je pense que c'est plus... Ils sont assez discrets et... ouais, mais justement, mais c'est bien, ça change, en fait. Mais de la même manière que Alonso, tu vois, Alonso, sa célébration, je l'ai trouvée vraiment chouette, mais parce que c'était une célébration en hommage à un autre pilote, et que Alonso, il a une façon de travailler où... il va vachement apprendre des autres pilotes. Il le dit lui-même, il écoute beaucoup ce que font les autres pilotes, il écoute beaucoup ce qu'ont fait les anciens, il s'est beaucoup instruit là-dessus. Donc je trouve que c'est vraiment chouette, et c'est moins, comme tu dis, clinquant que d'autres pilotes. Et après, on aime ça aussi, hein, la célébration de Fabio Quartararo avec ses feux d'artifice. Moi, j'ai trouvé ça très cool, mais oui, c'est bien aussi d'avoir des trucs un peu plus humbles sur ce type d'événement. Ouais, après, pour Alonso, le seul truc, moi, que j'aime pas trop, là, c'est son surnom Baby Goat. Faut arrêter avec ça, quoi. C'est d'un ridicule. Surtout, je trouve. Mais même, à l'époque, il y a 15 ans en arrière, le GOAT d'un sport, c'était quoi? C'était, dans le sport, il y avait qui? Il y avait eu Pelé, il y avait Michael Jordan, Mohamed Ali. Aujourd'hui, un mec qui gagne 3 courses en moto, c'est un GOAT. Ouais, faut arrêter un moment, quoi. Non, mais c'est lui mettre, en fait, de la pression pour rien, quoi. Ouais, et puis moi, il y a un truc que je trouve assez marrant avec Alonso, du coup, on a redérivé sur le Moto3, mais c'est que tout le monde le vend comme
le petit protégé de Marc Marquez, le préféré de Marc Marquez, le futur Marc Marquez, comme ils ont fait avec Acosta de toute façon. Mais moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'Alonso fait toutes ses célébrations par rapport à Valentino Rossi. Donc je trouve ça assez rigolo dans le contexte. Non, mais le truc de la célébration, là, comme on parle des célébrations, ce qu'il a fait en Australie, là, pour célébrer comme Rossi, là, avec le strap, là, autour de la tête, je trouve ça marrant. Enfin, voilà, c'est sympa, c'est un truc sympa. Mais après, faut éviter aussi de faire trop de célébrations tout le temps. Comme Acosta, là, une période en Moto2, ça ressemblait plus à rien, quoi. Ouais, bah là, pour le coup, Alonso, il décroche des records historiques, donc je peux comprendre qu'il ait envie de les célébrer, mais tu vois, son petit truc avec les photos sur le podium, sur le parc fermé dimanche, oui, je trouvais c'est que c'était sympathique. suffisant, et puis c'était chou. Encore une fois, c'est un gamin. Enfin, c'est comme pour le titre, hein. Ouais. Comme pour le titre, là, sur sa pocket bike, moi, je trouvais ça marrant. Enfin, c'est un truc tout simple, mais c'est tout bête, mais je trouve ça, voilà, je trouvais ça sympa, c'est pas non plus vouloir trop en faire, en fait. Ouais. Et pour revenir quand même sur le Moto2, moi, il y a un truc dont j'aimerais bien, qu'on parle, c'est Aldeguer. Aldeguer qui fait, encore une fois, n'importe quoi ce week-end, et qui se retrouve avec une fracture de la main, qui blesse Arbolino, parce qu'Arbolino, il est rentré tout clopinant à son box. Enfin, j'ai l'impression qu'il enchaîne les conneries sur conneries, et comme si c'était normal, en fait. Et je me dis, lui, l'année prochaine, il va arriver en MotoGP. C'est soit ça passe, parce qu'il a un style bien à lui et qui s'adapte au gabarit de la moto et que ça fonctionne. Et en plus, ce que je trouve ultra compliqué pour eux, c'est que l'année prochaine, ils arrivent en tant que rookies, et qu'ils auront 2 ans avant que les motos changent, et derrière, il y aura tout à réapprendre vu ce qui les attend. Mais soit ça passe, soit ça casse, ils se comportent de la même manière, et ils se foutent au bac et ils se blessent gravement, quoi. Et c'est quoi ton avis là-dessus, Stéphane ? Eh ben, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé d'Aldeguer à chaque épisode. Mais on va, comme on dit à chaque fois, de toute façon, il va avoir une des meilleures motos, donc de toute façon, s'il n'arrive pas à performer avec cette moto-là, le mec, il risque de se griller un peu tout seul. Hein. Ouais. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Après, on verra ce que ça donne. Après, Aldeguer, moi, ça fait 2 ans que je le défends, enfin, que je trouve que c'est un super pilote et tout. Mais là, au bout d'un moment, enfin, on peut plus lui trouver d'excuses. Non. Là, enfin, ce que je disais tout à l'heure, là, ce qu'il avait déjà fait sur Honshu à Aragon, c'était n'importe quoi. Et là, mais en plus, premier tour. C'est au premier tour en paquet, le mec, il freine pas, quoi. Enfin, des fois, tu te demandes, oui, s'il réfléchit. Et l'année prochaine, j'ai quand même un peu peur pour lui. C'est soit, il se calme quand même, et il progresse petit à petit, et ça peut devenir un excellent pilote, soit ça peut faire comme Raúl Fernandez. On en attend, le mec il se prend un peu au-dessus de tout le monde, avec moi je vais faire ça, et puis en fait, ben, le mec il fait rien. Donc ouais, c'est quand même assez à voir pour lui. Ouais, et puis dommage pour Arbolino, parce que ça gâche aussi son week-end, et c'est frustrant pour lui. Et pareil, dernier petit point avant de passer au MotoGP, c'est Sergio Garcia qui est plus vraiment là. Il fait au Japon. Lui, il est en dépression, c'est pas possible. Ouais, bah, pour Garcia, son manager a annoncé ouvertement que le fait de ne pas être sélectionné en MotoGP lui avait vraiment mis un coup au moral et que c'était compliqué pour lui. Ouais, enfin, c'est possible. Il passe quand même de gagner quasiment toutes les courses, enfin tout le temps sur le podium, à même pas réussir à marquer un point. Ah non, c'est compliqué. Ouais, après moi, Sergio Garcia, c'est un pilote vraiment que j'adore depuis qu'il est arrivé en Moto3. Il me fait penser un peu à l'époque comme un David Alonso. En Moto3, c'est toujours sympathique. Enfin, je suivais un peu ses débriefs qu'il faisait après. Il était dans la voiture, il faisait son débrief comme ça. Enfin, il paraissait vraiment sympa, tout ça. Là, le début de saison, c'était super. Mais là, depuis l'Autriche, il arrive même pas à se qualifier en Q2, donc il ne se qualifie même pas dans les 18 premiers. Des moments où il arrive tout juste à passer en Q2, il part à chaque fois à peu près vers la 15e place. Non, il est nulle part, quoi. Il y arrive plus. Et pour l'année prochaine, ça va être tendu, parce qu'il y a quand même un gros turnover de pilotes l'année prochaine, que ce soit dans toutes les catégories. Donc s'il n'arrive pas à être là cette année, ça va être compliqué pour lui de faire face à des mecs qui ont les dents. Non, mais lui, faut que la saison se termine le plus rapidement possible, qu'il coupe complètement, qu'il passe à autre chose et qu'il revienne au mois de mars. Bah après, là, pour nous aussi, hein, donc on a... Ouais, non, mais c'est vrai que l'année dernière, Garcia, sur la fin de saison, était pas mal. Il avait progressé, enfin, il était dans le top 10, c'était bien. Début de saison, bah, c'était super. Mais là, depuis l'Autriche, si on compte, il a marqué
Il a marqué quoi? Il a marqué 19 points en 8 courses. Ouais, non, c'est Ouais, compliqué. c'est catastrophique, ouais. Bon, on va passer au MotoGP parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et qu'on parle depuis un petit moment. Donc je vais m'y atteler pour votre grand plaisir. Du côté des qualifications, c'est Quartararo pour notre plaisir qui se sort de la Q1 avec Digia et en Q2 prend la pole Pecco Bagnaia suivi de Bastianini, Martin et pour compléter la deuxième ligne c'était Bezzecchi, Marquez et Quartararo encore une fois. Donc on enchaîne ensuite avec la sprint dans la foulée des qualifications. On a pu se dire que potentiellement Fabio Quartararo ferait quelque chose vu ce qu'il a été capable de faire en qualif. C'est Martin qui s'élance en tête de la course mais qui élargit au premier virage et Bastianini lui va en profiter pour s'échapper et Marquez lui va réussir en partant de la 5e place à s'infiltrer à la 3e place derrière Pecco. Martin lui va réussir malgré son erreur à se placer à la 5e place mais pour remonter profitera d'une erreur d'Acosta qui lui va encore une nouvelle fois pour la 25e fois de la saison chuter. Et à mi-parcours, on a Marc Marquez qui perd complètement le contact avec ses deux rivaux, mais profite de l'attaque de Martin sur Bagnaia pour recoller les deux pilotes de tête. Et dans la foulée, Martin distance Pecco et tente de recoller sur Bestia qui a déjà plus d'une seconde d'avance, 1 seconde et demie d'avance. Au final, c'est, vous vous en doutez, Bastianini qui va remporter sa 2e course sprint de la saison, pendant que Pecco, lui, va venir compléter le podium derrière Martin. On a pour cette course un top 10 qui est complété par 8 Ducati, suivi de Brad Binder à la 9e place et Fabio Quartararo qui a été gêné par un écart sur le vibreur en début de course qui termine 10e. Zarco, lui, termine à la 12e place. Et comme je l'ai dit, on notera du coup la chute d'Acosta durant la course. Et du côté de la course du dimanche, plein de choses qui sont passées et les tops et les flops se sont un peu inversés. Puisque c'est un début de course MotoGP après une course Moto2, comme tu nous l'as dit Thibaut, complètement sous la pluie et arrêté par un drapeau rouge. On allait s'attendre à une course haute en couleur et c'est Martin qui s'envole devant Quartararo. On n'a jamais vu Quartararo prendre un aussi bon départ depuis le début de la saison, vous avez bien entendu. Mais évidemment, Pecco Bagnaia va pas se laisser faire et il vient s'imposer directement sur le français. Marquez en profite et s'infiltre et prend la 3e position. Derrière, on n'oublie pas celui qui profite et qui apprécie particulièrement ces conditions, c'est Binder qui lui aussi va essayer de la faire à Fabio Quartararo. Et c'est, comme je l'ai dit, un début de course qui nous faisait penser à une belle course pour Quartararo, mais c'était sans compter sur l'ami Morbidelli qui ne tourne pas dans un virage et qui envoie complètement, en s'appuyant sur lui, Quartararo au bac. Il sera pénalisé durant la course par un long lap exceptionnel. On n'a jamais vu Morbidelli faire ça, il s'est inspiré de Johann Zarco très probablement, mais finalement il finira quelques secondes plus tard au sol. Retour de karma, on ne sait pas, mais en tout cas du côté des Français ça s'est un peu frotté les mains, on va pas se mentir. Et devant, Martin va manquer son freinage et laisser passer Pecco et Marquez qui lui tente d'attaquer Bagnaia pendant que Martin tente de raccrocher suite à son erreur. Et derrière on a Bastianini, le champion de la veille, qui remonte 6e mais finit par chuter. Martin quant à lui va tenter une 2e tentative de dépassement, Marquez sur les pilotes devant lui, mais va finir par perdre l'avant. Une chute qui perturbe énormément Martin et qui manque lui aussi de chuter. Il reste au final sur ses roues, mais il voit Miller remonter sur ses côtes. Et en lutte pour la 4e place, Acosta trouve l'ouverture sur Binder à 5 tours de l'arrivée, qui lui se retrouve sous la menace directe de Digia. De son côté, Pedro Acosta accélère et recolle à Jack Miller pour le dépasser par l'extérieur. Un dépassement très beau, également un enchaînement de dépassements qu'on a adoré voir. C'était une des actions les plus intéressantes de cette course. Et c'est donc Pecco qui va passer la ligne d'arrivée en tête pour sa 9e victoire de la saison devant Martin et Acosta. Derrière, le top 10 se complète de Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Brad Binder, Maverick Viñales, Johann Zarco, Alex Espargaro et Marc Marquez. Et vu qu'ils n'étaient pas beaucoup, on peut finir le classement. C'est Marc Marquez à la 11e position, Luca Marini 12e, Nakagami 13e, Bastianini 14e parce qu'il a quand même pu repartir, Mir 15e et Quartararo suite à
à sa chute, 16e. Et sont tombés Fernandez, Rins, Savadori, Morbidelli, Fernandez et Bezzecchi. Au classement, ça donne Martin toujours en tête devant son compatriote avec 453 points, Bagnaia 436, Marquez 355. Donc il y a encore de la lutte. Marquez, lui, n'est plus, de fait, vu la course, dans les possibilités pour décrocher le titre. Mais entre Bagnaia et Martin, les 2 prochains week-ends vont être décisifs. Et avec un peu de chance, on aura un titre qui va jouer à Valence. Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de la course ? Enfin, des courses, du coup, de la sprint et de la course du dimanche. Non, moi j'ai adoré ces courses-là. En plus, j'aime bien quand même quand il y a de la pluie comme ça, parce qu'on voit tout peut se passer n'importe quand. Mais une fois de plus, les 2 pilotes, Martin, Bagnaia, est-ce qu'on a déjà vu 2 pilotes jouer tout le temps comme ça, l'un ou l'autre devant, sous la pression? Alors on va me trouver plein d'autres saisons, hein, où on a eu des pilotes qui pouvaient se battre devant. Oui, voilà, mais depuis l'année dernière, on dit tout le temps que les 2 pilotes là, ils n'ont pas de mental. Ce qu'ils arrivent à faire là sous la pluie, je pense que, le rythme des 2 pilotes par rapport au reste, que ce soit sur le sec ou sous la pluie, ils sont toujours là et ils mettent une pilule aux autres, avec Marquez et Bastianini aussi de temps en temps. Donc non, vraiment encore une super course des 2. Martin, Martin n'a pas fait l'erreur, parce qu'à un moment j'ai quand même eu peur qu'il tente trop de vouloir revenir sur Bagnaia et Marquez et qu'il chute. Et au final, bon, il est resté sur ses roues et il termine pas si loin que ça de Bagnaia. Bagnaia, lui devant, pareil, il fait aucune erreur. Il arrive à enchaîner les tours. Enfin, les chronos qu'ils font, moi je trouve ça quand même assez fou. Hein. Ouais, Martin, pour le coup, je trouve qu'il a fait une course de patron. Hein. Clairement, réussir à garder le mental sans aller à l'erreur. En fait, par rapport à l'année dernière, je trouve que mentalement, il est beaucoup plus stable. L'année dernière, il aurait été poussé parce qu'il aurait voulu gagner. Il se serait pas dit que là, il fallait juste qu'il termine 2e, parce que dans les faits, s'il veut décrocher le titre, il a besoin, à moins que Bagnaia gagne toutes les prochaines courses, et vu à quel point c'est compliqué en ce moment et qu'il y a de l'enjeu, on y croit moyennement, mais l'idée c'est que Martin doit finir de toutes les courses 2e. S'il finit 2e, il remporte le championnat avec 1 point d'avance sur Pecco. Donc je pense que ça déjà, ça lui apporte un confort dans ses courses, et ça lui permet de se réguler sur des courses où, comme ce week-end dernier, les conditions sont quand même compliquées et il y a un trop gros enjeu pour aller à la faute autant qu'il aurait l'habitude de le faire habituellement. Alors par contre, tu parles de mental, mais moi j'attends de voir la dernière course, parce qu'il y a quand même des chances que ça se joue la dernière course, et voir si Martin il va faire le tocard comme l'année dernière, ou s'il va faire le pilote qui s'est un peu rangé, hein, parce qu'on a vu l'année dernière Martin. Ah bah oui, parce que si sur la dernière course, oui, non, mais je suis d'accord, si sur la dernière course fait une grosse connerie, on oubliera tout ce qu'on a dit avant. Hein. Ouais, il a fait des conneries, mais c'est son attitude en plus, tu vois, qui l'a poussé aussi à faire des conneries. Et moi j'attends de voir Martin par rapport à l'année dernière, s'il a vraiment pris s'il est vraiment rentré dans le rang par rapport à ça, par rapport à comment il gère la dernière course. Ah bah, peut-être qu'il va finir la saison avec un mental de chips, hein, mais... on verra. Et après, le deuxième truc, c'est qu'il faut faire attention, parce que t'as aussi les facteurs X, Marc Marquez, qui peut aussi jouer... Oui. Oui, mais ça, tu vois, je pense que ça peut plus jouer sur Pecco que sur Martin. Dans la mesure où Pecco, il est dans la position du chasseur, et qu'être dans la position du chasseur, c'est toujours quand même avec plus de pression que d'être dans la position du chassé, parce que Martin, encore une fois, c'est quand même plus simple de se dire, avec les performances qu'il a en ce moment, je peux finir 2e de toutes mes courses, donc prendre moins de risques, que Pecco qui lui doit finir 1er partout, quoi. Ouais, d'accord, mais il faut pas qu'un Marquez ou même un Bastianini, tu vois, il s'immisce entre les deux, parce que là ça fausse les prévisions un peu journalistiques qui dit que si tu finis 2, l'autre il finit 1, t'es quand même champion. Ouais, mais dans les faits, que Marquez ou Bastianini gagne, si Martin termine 2e de toutes les courses, il est champion, donc... Ouais, mais il faut que Martin, il arrive à... Faut que Martin termine juste derrière Bagnaia, quoi, à chaque course. Voilà. Peu importe qui gagne, si Bagnaia fait 3e, Martin fait 4e, Martin est gagnant, on va dire. Non, mais oui, on est d'accord. Après, ça serait quand même... moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à me placer entre... J'ai envie que Bagnaia ait le triplé, parce que ça serait beau. Pour l'histoire du sport moto, ça serait beau. Pour lui, ça serait exceptionnel. Enfin, ça le rentrerait, je pense, dans les meilleurs pilotes du monde.
il l'est déjà, mais encore plus, dans le club très select quand même des pilotes qui ont plus de 2 titres d'affilée. Mais en même temps, Martin, malgré toutes les parties chez lui qui peuvent m'agacer d'un point de vue médiatique, quand il monte ses couilles et qu'il dit des trucs un peu border à la télé, avoir un mec qui s'est battu toute sa saison, qui s'est fait un peu mettre à l'envers par le team, qui gagne avec un team satellite, enfin tu vois, je trouve que tout cumulé, ça serait beau aussi de le voir gagner. Je trouve que l'histoire, enfin, bon, je n'aime pas Martin perso, mais pour pour les raisons que tu as dit, mais c'est vrai que pour l'histoire, tu dis que Martin, s'il gagnait, quand même, ça renverrait quand même un gros message, quoi. Puis en plus, par rapport, tu vois, aux officiels Ducati, tu vois, qu'elles soient un satellite qui gagne, ouais, tu vois, ça... Oui, d'ailleurs, les officiels Ducati, on a vu encore un truc hallucinant ce week-end. C'est les dirigeants Ducati dans le box de Marquez en train de débriefer, quoi. Alors que derrière, il y a Bastianini qui est là, tout seul, tout esselé, et qui se retrouve pas avec les grands directeurs qui viennent le voir pour lui dire coucou, ça va mon chéri, est-ce que tu veux un petit mouchoir sur le front si t'as sué pendant la course, tu vois. Donc, Mais surtout après t'as des personnes vont demander à Bastianini, est-ce que tu vas aider Bagnaia pour le titre? Bien sûr. Bah non, je pense pas. C'est ce que je voulais te dire. Lui, par contre, cette année, il est tout seul, Bagnaia. Il aurait bien raison Bagnaia. de leur dire d'aller se faire Ouais. Et non, mais c'est clair. De toute façon, Mais moi, c'est ça aussi que j'aime bien avec que ça soit Martin ou Bastianini. En fait, eux aujourd'hui, ils ont plus rien à perdre. Enfin, de toute façon, ils quittent Ducati en fin de saison. Et comme tu dis, moi, j'aimerais bien comme que ce soit Martin. Alors déjà, Bagnaia, on l'a déjà remporté 2 titres. Mais Martin, j'aimerais bien que ce soit un nouveau pilote qui remporte le titre. Et surtout, de partir avec le numéro 1, de partir chez Aprilia. Allez, ciao. Pramac, eux, qui remportent le premier titre d'une équipe satellite. Eux aussi, ils quittent Ducati. Enfin là, quand même, pour Ducati, ça serait pas... ça serait comme un camouflet. Il rirait jaune quand même, hein. Je pense que si c'est Martin qui partait avec le numéro 1 chez Aprilia et que Pramac soit champion du monde, ça c'est sûr que ça passerait mal. Hein. Ah mais franchement, ça serait un pied de nez à Ducati qui serait largement mérité vu le comportement qu'ils ont eu par rapport à lui. Même si le choix de prendre Marquez se comprend, hein, mais... Mais pour l'histoire, je puis, trouve il y a que quand ça même serait à beau que ça soit noter, qui soit champion. Mais après, c'est quand même très... Bagnaia, s'il loupe le titre, c'est de sa faute, clairement. C'est ce que Pierre disait, c'est que Bagnaia, sur 18 Grands Prix, c'est 9 Grands Prix de remportés, 14 podiums. Il a décroché 9 sprints. Donc ça représente... Non, il a été 9 fois sur le podium en sprint, pardon. Et 6 victoires, donc le tiers. Et il s'est fait 7 abandons. Donc en fait, les 7 abandons, c'est là où il perd les points. Il pourrait déjà être titré, en fait. Mais oui, Et vraiment, pour moi, Pecco, c'est son pire ennemi, c'est lui-même, c'est pas Martin. Non, c'est sûr. On l'a déjà dit. Hein. Mais après, quand même, Martin, peu importe, c'est vrai que Martin a gagné moins de courses. Mais Martin, quand même, si on regarde le nombre de podiums aussi qu'il a fait, il a toujours été là. Enfin, ils sont quand même... et c'est vrai quand même que ce soit Bagnaia ou Martin, ce qu'ils font quand même, c'est qu'aujourd'hui, le niveau MotoGP est quand même très resserré. Ce qu'on a rarement vu quand même, depuis quelques années, c'est ce qu'on voit, mais auparavant, ce qu'on va me comparer par rapport à Rossi, par rapport à Lorenzo, par rapport à Stoner, à l'époque, t'avais 3 pilotes qui étaient capables de gagner une course. Aujourd'hui, c'est quand même vachement plus serré, et que ce soit Martin, Bagnaia, ils sont tout le temps là. Hein. Quand tu regardes, de toute façon, c'est assez dingue parce que quand tu regardes les performances de Martin cette année, Martin, c'est que 3 victoires sur la saison. Mais par contre, il a deux courses où il y a eu deux DNF et il a fini 15e en Italie, mais sinon il est toujours 2e, 3e et une fois 4e aux États-Unis face à un Pecco qui remporte plusieurs victoires. Donc c'est que vraiment ça se joue à rien. Ils sont à 11 points de toute façon de différence. Donc, et après, sinon, au niveau de la course, on peut quand même parler d'Acosta. Acosta, qu'on est à sa 25e chute de la saison. Ça fait beaucoup, mais qui derrière, quand il chute pas, fait des podiums. Donc en fait, c'est soit podium, soit je chute pas, et il n'y a pas d'entre-deux pour Acosta. Ouais, donc moi, Acosta, j'ai envie de dire qu'il en profite encore pendant les 2 prochaines courses, parce qu'on l'excuse, on va dire, de chuter, et à partir de l'année prochaine, il pourra plus chuter autant. Donc là, aujourd'hui, voilà, il a fait encore podium. Depuis le début de saison, c'est quoi son 5e podium, je crois. Enfin, c'est bien, mais c'est quand même beaucoup trop de chutes. Donc là, c'est sa saison rookie, on dit rien, qui continue un peu trop à forcer à faire les erreurs.
Et à partir du mois de mars l'année prochaine, faudra qu'il soit beaucoup plus régulier. T'es d'accord avec ça, Steph? Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Bah, on va pas paraphraser Thibaut. Bastianini qui fait une course exceptionnelle le samedi et qui fait de la merde le dimanche. T'en penses quoi, Stéphane? C'est quoi ton avis sur le sujet? Bah, ouais, c'est un peu comme d'hab en fait. C'est que Bastianini, bah, il est vachement inconstant sur pas mal de courses. Donc il va se montrer un petit peu, puis après, bah, tu le vois plus. C'est con. Surtout qu'en plus, tu vois, pour la 3e place au championnat, ça serait bien pour lui aussi s'il part, qu'il finisse au moins devant Marquez, devant une moto de l'année d'avant. Bah, je te trouve dur quand même quand tu dis il se monte sur quelques courses et après il est nulle part. Son pire résultat sur la saison, c'est en Catalogne quand il a fini 18e. Après, derrière, il est toujours top 5. Bon, sauf ce week-end en Thaïlande où il est 14e du coup, mais il a jamais fait en dessous du top 5 sur la saison. Donc il est quand même relativement constant cette année en course du dimanche. Ouais, mais après, tu vois, par rapport... Tu sais plus quoi dire, hein. Non, ça étape à temps. Mais c'est toujours pareil. Par rapport à la moto qu'il a, tu vois, il devrait être devant Marquez depuis longtemps, quoi, en fait. Parce que là, en fait, il se bagarre avec quelqu'un qui n'est pas la marque et qui est la moto de l'année d'avant. Ah oui, mais ouais, je suis d'accord. Mais c'est là où je dis, tu vois, que je trouve qu'il manque un petit truc encore pour être flamboyant. Voilà, moi, j'ai toujours du mal à me dire il se bagarre, il devrait être devant Marquez, tu vois, parce que bah, ça reste Marquez. Marquez, avec un bras en moins, il arrive à mettre la fessée à des pilotes qui se sont pas arrêtés pour blessure. Donc ouais, j'ai toujours un peu... Après, si on doit comparer vraiment moto égale, bah, c'est sûr que par rapport à Bagnaia ou Martin, il est loin derrière. Mais bon, après là, sur cette course-là, il fait surtout un mauvais départ au début. Enfin, il recule, il est à la 15e place. Après, il remonte un petit peu. Bon, il chute, tout ça. Mais bon, non, c'est comme sa saison est pas mal par rapport à ce qu'on avait vu l'an dernier. Où il avait été blessé quasiment toute la saison. Oui, c'est clair. Je pense, moi, que là, Bastianini 4e, en fait, c'est plus ou moins sa place. Ouais, après, je pense que il a encore un petit step à passer, mais que les victoires qu'il décroche en sprint, rien que mentalement, ça l'aide beaucoup aussi. Mais par contre, lui, l'an prochain, qu'est-ce qu'il va donner chez le KTM? Ça va être le gros point d'interrogation. De toute façon, que ce soit les pilotes qui partent chez KTM comme les pilotes qui partent chez Aprilia, le point d'interrogation, c'est pas les pilotes, le point d'interrogation, c'est la moto. Ouais, et arriver à s'adapter quand même un peu à ces nouvelles motos, parce que là, on se retrouve avec un Bastianini 4e, l'an prochain, ce serait pas surprenant de le voir 10e du championnat. Ouais, j'aurais envie de me foutre en l'air tous les dimanches, ça sera super. Je parle pas de Bezzecchi, hein. Ah, mais on peut parler de Bezzecchi si tu veux. Lui, ce sera peut-être 15e du championnat sur la Foglia. Bezzecchi, vraiment, ce week-end, j'étais exaspérée et pourtant, je l'aime beaucoup, mais j'arrive quand même à prendre du recul sur la chose. Il fait des très bonnes qualifs et il se fout au tas à chaque fois. T'as l'impression les pneus, je sais pas, il sait plus comment ça marche. Ou alors, il y a du beurre sur ses pneus, j'en sais rien, mais... C'est quand même dingue de faire des bonnes qualifs comme ça et de se foutre au tas à chaque fois ou de faire des conneries qui te poussent en fond de classement, quoi. Entre ça, ce qui s'est passé avec l'autre Coco sur la dernière course, c'est... Cumulé, ça commence à faire beaucoup, quoi. Bah, la saison de Bezzecchi est quand même pas bien bonne. Hein. Ah bah non. En fait, de temps en temps, il fait un top 5, mais sinon, oui, il est par terre ou il est loin, quoi. Quand on regarde par rapport à un Di Giannantonio, en fait, il est tout le temps régulier. Bezzecchi, en fait, il va te faire top 5 et les 2 courses suivantes, il est par terre ou les 12e. Bah, il a fait 3 top 5 cette saison et 9 top 10 de tête. Mais oui, c'est pas glorieux par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et puis en fait, ce qui est ultra frustrant aussi, c'est que tu vois que là, sur la fin de course, il commence à comprendre ce qu'il comprenait pas sur la moto, mais il finit au sol, quoi. Au Mans, il a fait pareil, il prend 2 très bons départs, il finit au bac, enfin... Au bout d'un moment, ça devient compliqué, quoi. Et j'ai pas d'excuses à lui trouver, hein. Vraiment, pour le coup, je pense qu'il y a une grosse partie qui vient de lui. C'est fou comme d'une année à l'autre, on va dire, entre l'année dernière où quand même il est dans le top 3 du championnat, enfin c'est un mec qui se bat pour des victoires plusieurs fois, enfin on s'était dit il a vraiment passé un cap, et là cette année, il y arrive pas. Alors bon, je veux bien la GP23, c'est compliqué, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Enfin c'est aussi c'est beaucoup la confiance, hein, et
Et peu importe, tout à l'heure on parlait d'un Sergio Garcia en Moto 2, mais on a vraiment l'impression que c'est la confiance, et quand le pilote est pas en confiance, aujourd'hui les niveaux quand même sont tellement relevés en MotoGP, dès que t'es pas en confiance, c'est une catastrophe. Et je pense qu'on néglige trop aussi les retours rapides de blessures des pilotes. Et là, je dis pas ça pour Bezzecchi particulièrement, mais pour, en l'occurrence, je pense à lui parce qu'on parle de lui avec sa clavicule, mais les pilotes reviennent tellement tôt de blessures à chaque fois que le feeling, faut le temps de le retrouver, et que parfois, comme tu dis, ça impacte aussi la confiance que tu peux avoir sur ta moto derrière. Mais toi, il y a un exemple aussi qui est pas mal, c'est Morbidelli. Début de saison, c'est catastrophique, parce qu'il avait pas fait les essais, il était blessé. Et en fait, là, depuis l'Italie, c'est régulièrement dans le top 6, top 7. Mm. Il arrive toujours comme à prendre des bons points. Ouais, il est 9e Et au classement général. alors là, il fait une grosse connerie face à Quartararo, ok. Mais sinon, en fait, il était parti encore pour faire 6e de la course. Et à toutes les courses, il est plus ou moins dans cette vers cette place-là. Alors que l'année dernière sous la Yamaha, enfin les années précédentes sous la Yamaha, il était nulle part, il se faisait fesser par Quartararo. Le début de saison, il arrivait même pas à marquer un point sous les 3 premières courses, il a 0 point. Enfin, voilà, et c'est pour ça qu'en fait c'est vraiment la confiance. On le voit aussi avec un Vignales qui est capable d'une course à l'autre de faire podium, et la fois d'après d'être nulle part. Enfin, donc ouais, non, c'est vraiment à prendre en compte ça aussi. Hein. Ouais, après Morbidelli, ce week-end, moi j'étais vraiment très très saoulée de son move sur Quartararo, et vraiment sa chute derrière, je me suis dit que c'était quand même un peu un retour de karma. Par contre, il s'est pris une vague de haine, sur Twitter, de toute façon tout se passe sur Twitter pendant les courses. Sur Twitter, suffit de dire que Morbidelli a fait tomber Quartararo. Morbidelli s'est pris une vague d'insultes qui est démesurée, encore une fois. Et c'est fou, en fait, Morbidelli, là, depuis 2 ans, il s'en prend plein la gueule. Il y avait déjà eu l'histoire avec Zarco, là, en Autriche, en 2020, où c'en était déjà avec notamment la VR46, là, qui défendait Morbidelli. Là, par rapport à la Yamaha, oui, d'accord, Quartararo était largement au-dessus de Morbidelli, mais pareil, Morbidelli, il avait été blessé et tout ça. Alors, je remets pas en cause que Quartararo est meilleur, mais Morbidelli, c'est pas non plus un peintre. C'est un peu comme un Joan Mir. On se fout tout le temps de la gueule de Joan Mir, mais le mec, c'est pas un peintre non plus. C'est pour ça, là, c'est Morbidelli. Là, la course en Thaïlande, il fait une grosse erreur sur Quartararo, ok, mais il mérite pas non plus de s'en prendre autant plein la tête. Ouais, non, ça c'est clair, on est d'accord. Tu parlais tout à l'heure de l'adaptation à la moto et des progressions. Celui qui fait une fin de saison qui est quand même à noter, c'est Zarco. Zarco qui a terminé 8e dimanche. Il est la meilleure Honda avec... Oui, Zarco est donc le meilleur le meilleur pilote Honda, et 26 de ses 48 points ont eu lieu sur les 4 dernières courses. Donc on voit qu'il a pris plus de la moitié de ses points sur les 4 dernières courses. Ouais, donc il a trouvé un truc sur la moto qui lui convient. Ouais, il y a ça, puis surtout après, là aussi, faut dire la vérité, il profite, en fait, dès qu'il y a moyen de faire un bon résultat, il en profite. Mm. Il maximise le potentiel de sa moto, parce que, par exemple, en Indonésie, il termine 9e, mais ils sont combien terminés? Ils sont 12 à terminer. Le 10e, c'est Raúl Fernandez, 11e, Alex Rins, et 12e, Nakagami. Il termine à 12, mais lui, il termine 9e, et donc il prend 7 points. Là, c'est pareil, ici en Thaïlande, il termine 8e. Derrière lui, bon, ok, on a un Lech Espargaro qui était qui est un peu perdu là depuis quelques temps. Un Alex Marquez qui était parti dernier, un Quartararo qui a chuté, un Bastianini qui a chuté, un Marc Marquez qui a chuté, Joan Mir, Luca Marini, même pour dire, Marini termine 12e, c'est pour dire quand même que cette course était un peu spéciale. Mais Zarco, non mais c'est pareil, mais Marini, c'est pareil, sur les 3 dernières courses, il met bientôt la moitié de ses points, il les met sur les 3 dernières courses. C'est parce qu'en fait, il profite des abandons, des différentes chutes, des différents incidents pour marquer des bons points. Mm. Maintenant, est-ce que vraiment il progresse? Honnêtement, je sais pas. T'en penses quoi, toi, Stéphane? Moi, contrairement à vous, je suis déçu de Zarco sur la dernière course, enfin sur cette course-là en tout cas, parce que tu vois, ces conditions humides, conditions piégeuses, on sait qu'il adore il adore conduire sous la pluie, et quelque part il finit, tu vois, que 8e. Je pensais qu'il aurait fait mieux en fait, voilà.
En fait, faut pas, enfin, on est un peu une légende urbaine. Zarco sous la pluie, il est super bon. Souvent, quand il pleut vraiment fort, il est pas très bon, hein. Souvent, quand ça pleut vraiment, il est quelconque. De temps en temps, il peut être très bien, mais la fois suivante, il est pas très bien. C'est plutôt quand la piste est vraiment séchante, où là, Zarco est meilleur que le reste, est meilleur que les autres pilotes. Et c'est vrai que là, début de course vraiment sous la pluie, il était loin. Et par contre, sur la deuxième partie de la course, où là c'était comme un peu plus séchant, enfin il y avait moins de pluie, c'est là en fait où il fait la différence. Ouais, mais tu vois, celui qui dit qu'il adore ces conditions un peu extrêmes, c'est que tu vois, je pensais qu'il aurait fait un poil plus, tu vois, que cette 8e place, sachant qu'à un moment il était quand même bien placé. Après, je sais pas ce qui s'est passé, il est redescendu dans le classement, et après il est remonté, mais tu vois, quand tu vois au tout début, ouais, il a dû faire une erreur. Je pense qu'il a fait une erreur, mais ouais. Et quand tu vois ça, tu fais, allez, c'est son jour, peut-être qu'il va faire un top 6, et finalement, il est un petit peu loin. Ouais, je pense moi qu'il aurait pu, enfin ça aurait pu jouer avec un Brad Binder et un Jack Miller. Ouais. En fait, la course d'un Miller, c'est plus ou moins ce qu'on attendait d'un Zarco. Ouais, voilà, c'est ça. C'est clairement ça. Hein. Ouais. En fait, c'est ça. C'est parce que si on regarde vraiment le résultat de la course, Zarco est quand même loin en termes de chrono de Viñales qui est juste devant lui. Qui termine 7ème et donc devant lui. Mais voilà, Zarco, en fait, c'est le meilleur des autres, on va dire, du groupe derrière, qui était très sympa à se battre entre toutes les Honda avec Marc Marquez sur la fin, tout ça. Et ouais, Zarco, en fait, c'était le meilleur des autres, on va dire. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la course, enfin des courses MotoGP. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, les garçons. Ouais, moi je voulais dire, là, sur cette course-là, sous la pluie, quand même, on a le 13e de la course, il termine à 24 secondes. Et le 13e, c'est Marc Marquez, après une chute. Donc en fait, les 13 premiers en 24 secondes sous la pluie, très souvent, quand il pleuvait, on avait vraiment des gros écarts. Donc là, même en fait sous la pluie, on le voit notamment aussi sur le sec, hein, les écarts sont quand même très serrés. Et même sous la pluie, aujourd'hui, tous les pilotes, il y a quelques années en arrière, une dizaine d'années en arrière, on avait des pilotes, ils étaient incapables de rouler sous la pluie. Aujourd'hui, au début de la course, on ne sait pas qui va être le favori sous la pluie et qui va être complètement perdu. Donc tous les pilotes ont quand même un bon niveau aujourd'hui sous la pluie. Puis comme tu dis aussi, on ne sait pas qui va être la favori, mais de la même manière qu'à une époque, il y avait des pilotes où tu étais certain qu'ils tomberaient pas en course. Maintenant, tu peux plus savoir. T'as plus ce truc où tu te dis Marquez il peut pas tomber, un tel il peut pas tomber, ça n'existe plus, je trouve. Ouais, non mais c'est pour ça, c'est aujourd'hui dans les pilotes vraiment qui chutent très rarement, on a un Quartararo par exemple. Ouais. Il est très rarement par terre. Bon là cette fois-là c'est encore différent. C'est rarement de son fait hein. Oui voilà, c'est pour ça en fait, mais le reste des pilotes, n'importe qui peut tomber. Si un Binder aussi quand même chute assez rarement, mais le reste les pilotes sont capables à toutes les courses d'être par terre. Ouais, non, c'est assez dingue le niveau qu'il peut y avoir en MotoGP. Je sais pas qui a écrit dans le conducteur 2024 meilleure saison, mais je pense qu'on en est pas loin quand même. En tout cas, en termes de sportivement, en termes de compétition et de concurrence. Et c'est là aussi où ça va être difficile, notamment on parlait tout à l'heure d'Aldeguer et Ogura, et Chantra pour l'année prochaine, de mettre à ce niveau rapidement. Bon courage quand même, hein, c'est pas facile. Et on l'a vu par le passé avec des pilotes, des bons pilotes, mais qui n'ont rien d'exceptionnel. Augusto Fernandez, même s'il a été champion du monde en Moto 2, un Rémi Gardner pareil. Et en fait, ils ont galéré. Voilà, ils sont pas mauvais, mais quoi qu'il arrive, ils arriveront jamais à être dans le top 10. Et un Augusto Fernandez, il va partir. Il aura fait 2 saisons, mais au final, par rapport à sa carrière et tout, est-ce qu'on s'attendait vraiment à le voir dans le top 10 en MotoGP quand il est arrivé l'an dernier? Non, enfin moi en tout cas j'ai pas été surpris par ces résultats. Ouais, je suis assez encore une fois, je vais pas te paraphraser parce que je suis assez d'accord avec toi sur le sujet. La seule déception, on va dire, des pilotes vraiment qu'on pouvait attendre et qui est pas bon, c'est Raúl Fernandez. Il est nulle part de toute façon et on pensait non, mais c'est ça, mais pas Trackhouse, ça allait être mieux et c'est pas du tout le cas. Mais par rapport à ce qu'il avait montré en Moto 2, moi c'est vraiment le pilote où je me suis dit là on va avoir un mec il va débarquer, il est capable de jouer rapidement le top 5, et au final il s'est jamais adapté, mais tout le reste des pilotes, on a un Di Gianantonio quand même qui a pas mal surpris malgré tout, après 2 saisons,
parce que lui non plus en Moto 2, bon, il avait jamais trop rien fait, mais le reste des pilotes, ceux qui étaient vraiment devant, enfin qui faisaient des très bonnes perfs en Moto 2, ils arrivent à être bons en Moto GP, et ceux qui arrivent en Moto 2 en Moto GP parce que bon, en Moto 2 ils ont fait une saison correcte, bon, ils vont pas rester longtemps, hein. Ouais. Et j'ai peur qu'un Somkhat Chantra, ça soit ça. Ouais, Chantra qui a fait une interview d'ailleurs pour Canal ce week-end et qui était assez chou dans sa façon de parler, parce qu'on lui demandait du coup si il avait déjà parlé avec Zarco, etc., avec qui il serait coéquipier l'année prochaine, et il disait en gros qu'il avait jamais eu vraiment l'occasion de parler à Zarco en dehors de lui dire rapidement bonjour, parce que c'est quelqu'un qui paraissait très distant et que du coup c'était très compliqué d'aller lui parler, mais que l'année prochaine il serait proche de lui et qu'il ferait tout pour apprendre de lui et d'être au même niveau. Et je trouvais ça rigolo parce que c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir de Zarco, en plus de ça, de quelqu'un qui est très froid, très distant. Ah ouais. C'est les pilotes, ils ont pas le temps. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les garçons. C'est tout pour nous, pour les auditeurs, pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, encore très tôt. Et c'est heureusement la dernière fois de la saison avant Valence et avant les vacances pour le Grand Prix de Malaisie. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Discord, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, enfin bref, un peu partout. Steph, Thibaut, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Eh ben merci. Ciao, À la prochaine. Salut tout le monde.